la Corse. Du long de ses 1000 km de littoral, l'île de Beauté offre aux voyageurs une variété de paysages uniques sur ses côtes. Mais la plus grosse île métropolitaine est avant tout une formation rocheuse au milieu de la mer Méditerranée. Cette région française, sauvage lorsque l'on quitte les stations balnéaires, offre aux plus aventureux des chemins de randonnée connus pour leur beauté incomparable, mais également pour leur complexité. En effet, le GR20 qui traverse l'île sur plus de 180 km est surnommé le chemin de randonnée le plus dur d'Europe. J'ai décidé de me frotter à la partie nord de ce GR pour vivre cette expérience unique et vous faire partager mon ascension du point culminant de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. Et salut à tous, nous sommes le samedi 21 août, il est 6h40 du matin. Ça fait 2 heures que je suis parti maintenant. Et voici une super petite vue avec le lever du soleil qui est dans mon dos. On progresse, là ça fait du coup 2 heures que je suis parti. Je vous cache pas que ça monte pas mal pour commencer. Là, on voit au loin là-bas Calvi et la mer, c'est super beau. Et c'est assez difficile, faut s'y attendre. Faut s'habituer au poids du sac. Parce que le sac il fait quand même 11,5 kg, plus l'eau, plus 3 litres d'eau. C'est ça la plus grosse difficulté pour commencer, enfin en tout cas pour moi. C'est réussir à supporter le poids du sac, qui soit disant au passage n'est pas si lourd que ça, c'est assez honnête le poids du sac. Donc faut s'habituer, sinon les gens me suivent, donc c'est plutôt cool. Bon voilà une bonne étape de fête déjà. Salut les potos, ça va ou quoi? Tranquille. Voilà, on arrive au niveau des parties un peu plus techniques dont je vous parlais plus tôt là, avec les de quoi s'accrocher là pour pas tomber. Après c'est pas ultra dangereux juste là, mais c'est vrai que ça peut être quand même assez rassurant pour pas mal de randonneurs. Je dois le passer sans péter la gueule vu que je suis qu'à une seule main. Hop là. Tac. Et ça continue encore un peu. Hop là. Et là, ça continue encore là. Puis après on repart, on remonte encore là-haut en suivant les arbres. Alors pour la première fois depuis le début de cette rando, on a enfin une partie légèrement descendante, plate. C'est assez agréable pour les jambes. Du coup j'en profite. Et ça y est, on est arrivé au premier refuge de ce GR20. Commençant par le nord, on y est arrivé en 5 heures, non sans mal. Parce que au final c'est quand même tapé 1350 mètres de dénivelé positif pour uniquement 60 mètres de négatif. Donc ça a bien tapé dans les cuisses, dans les mollets, dans les jambes. Alors on va faire une petite pause bien méritée au refuge. Donc en fait, une fois que je suis arrivé au refuge, je vous cache pas que j'avais mal aux jambes, je me suis chopé une crampe dès le début de la randonnée. J'avais un peu les boules et du coup j'ai fait une pause de 1 heure, j'ai fait la sieste pendant 1 heure sur un emplacement de tente avant de repartir sur la suite de la randonnée. Et là j'ai fait probablement la pire erreur de mon GR, c'est-à-dire faire l'étape 2 le même jour que l'étape 1.
J'en chie grave là. Je suis allez, je dirais à 2 heures du refuge de Karuzu. En fait il est derrière la crête juste là. Enfin derrière. Au contrebas, hein, 500 mètres plus bas peut-être. Et franchement c'est vraiment dur hein. Là c'est le genre de moment où tu te remets en question en fait. C'est le genre de moment où tu te dis pourquoi je suis venu, est-ce que j'aurais peut-être pas dû me préparer avant de venir. Voilà, il y a beaucoup de questions qui te viennent à la tête, beaucoup de doutes, mais en fait c'est normal je pense. Parce que tous les gens avec qui je parle, là, qui m'ont plus ou moins doublé là, depuis le début du GR et qui s'arrêtent à Karuzu en fait disent tous la même chose, c'est que ouais c'est dur, mais c'est ça aussi qui fait que ce GR20 est beau, que ce GR20 est mythique. Après comme vous pouvez voir là autour, enfin il n'y a pas à discuter quoi, c'est juste magnifique. Donc je vais à mon rythme. Le principal c'est que j'arrive pour le repas. J'ai trop envie de bouffer hein. Là franchement, depuis ce matin je mange des noix. C'est peut-être pas la meilleure idée, je pense que ce soir j'achèterai un truc au refuge pour demain pour manger sur la route. Pour faire une vraie pause repas en fait. Parce que juste manger des noix, c'est un peu la loose. Mais en tout cas c'est clair que là, c'est vraiment pas évident. Bah, je vous laisse un peu profiter du paysage. Là je suis en train de descendre là depuis quelques minutes maintenant. Ça va remonter encore un peu après. Et puis après on aura, je pense, si j'ai bien compris le topo guide, une longue descente jusqu'au refuge de Karuzu. Donc on passera le long du ruisseau et de la bergerie de Karuzu avant d'arriver au refuge. Tant mérité et tant rêvé. Du coup là je vous montre un peu à quoi ça ressemble là. C'est impressionnant parce que ça fait vraiment des énormes gouffres. Bah, je suis habitué maintenant au paysage montagneux, mais ça fait vraiment des grands gouffres là-bas derrière le gros rocher au milieu de l'écran. C'est plus parlant encore. Donc là on va dire, là je reprends mon souffle, je profite parce que c'est un peu triste à dire, mais j'ai pas beaucoup profité encore aujourd'hui de par la difficulté et peut-être aussi un manque une mauvaise gestion de l'alimentation sur le parcours. Oui, ça y est, on y est. Enfin. Et après plus de 7 heures de randonnée, il est 19h30, je peux enfin m'arrêter, manger un morceau et surtout dormir. Et voilà, on quitte le refuge de Karuzu pour environ 3 heures de marche. C'est la mer qu'on voit derrière les montagnes là-bas, c'est stylé. Du coup on a à peu près 3 heures de marche avant d'arriver à un lac. Je pense que je ferai une bonne pause là-bas, histoire de me poser, manger un morceau, etc. Et puis après on aura encore à peu près 3 heures de marche avant d'arriver au refuge. Voilà, là il est 8h10, donc je peux arriver là-bas à 15h30, 16h, ça sera nickel. Allez, c'est parti. C'est comme dans les films quoi. Bon, du coup je me suis posé au lac. Personne n'est venu parce qu'en fait c'est au dehors du GR. Il faut aller descendre 50 mètres, enfin même pas. Il faut aller descendre 20 mètres.
Du coup je me suis posé là, ça fait une petite heure que je fais la sieste là, c'est très très bien, j'ai mangé un petit morceau. Le chemin en fait il est là-haut. Donc, voilà. Et on est vraiment bien là, hein. C'est vraiment sympa. Du coup là on est reparti. On a eu une grosse partie montante un peu galère. Et on est arrivé en haut du col. On le voit plus mais il est là-bas derrière. Et maintenant en fait on longe la crête en quelque sorte. Ça monte, ça descend. Voilà, c'est assez escarpé en fait, c'est ça qui rend le truc difficile. Là je suis sur une partie beaucoup plus plate qui est très agréable. C'est pour ça que je prends la peine de filmer. Et après on va aller là-haut, à gauche des deux petits rochers là. Il y a des gens, je pense pas qu'on les voit. Et c'est là qu'on va et on aura fini la deuxième partie de cette étape. Deuxième partie qui faisait 1h10, contrairement à l'autre qui faisait 3h. Et la dernière, ça sera 2 heures de descente. Je pense que ça sera probablement la descente assez hardcore. Donc on va pas aller trop vite, je pense. Allez, on est bientôt là-haut. Ça y est les amis, on est enfin arrivé à la Boca di Stagno. Du coup c'est un col en fait entre cette partie-là et cette partie-là. Tout à l'heure on était au niveau du rocher là-haut. En fait on a longé la crête plus ou moins pour arriver jusqu'ici. Ça faisait que monter et descendre. C'est des passages assez compliqués au final parce que c'était des gros rochers à passer. Mais je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais au final la vue elle est vraiment incroyable. Là-bas on voit un petit village. Je me demande ce que c'est. C'est pas Corté, ça se trouve je dis n'importe quoi. Et du coup nous ce qu'on va faire là c'est que déjà je prends une petite pause fraîcheur. Il y a un vent frais, ça fait du bien. Je vais mettre aussi un peu de crème parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas mis. Et j'ai pas envie de me choper des coups de soleil. Là j'ai vraiment le bronzage paysan là. Et puis après on va descendre je sais pas par où, mais en fait le but c'est d'arriver tout en bas. Et je crois qu'on voit le refuge de là. Vous voyez on voit le refuge, voilà. Je le découvre en même temps que vous. Et du coup l'idée ça va de descendre, donc ça va être assez hardcore, assez pointu. Mais on voit le bout quoi. On sait qu'il y a 2 heures de descente. Assez difficile, mais on va prendre notre temps tranquillou. Au final je suis content parce que cette étape là, bon à part la sieste que j'ai fait de 1h30 au niveau du lac, c'était d'ailleurs super cool. Au final j'aurais respecté les temps horaires. J'ai gagné 5 minutes à chaque passage, donc c'est plutôt encourageant je pense. Surtout que là je suis plutôt en bonne forme, contrairement à hier où c'était vraiment dur sur la fin. Là ça va juste descendre, je vais prendre mon temps. De toute façon quoi qu'il arrive il est 14h, donc j'arriverai à aller au plus tard à 16h30, même si j'arrive à 17h. Si je mets 3h au lieu de 2, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Là on voit bien que le refuge est assez gros. En fait c'est une station de ski. Du coup il y a je pense beaucoup de randonnées qui partent de là vu que y a un parking. Et notre objectif c'est de descendre tout ça. Et ça va être vraiment très pontu. Allez, on avance. Allez, dernière descente. Et on est arrivé. Et voilà, on est arrivé. Enfin. Voilà, il est 5h30, on quitte le refuge d'Esco pour l'ascension du Cinto. Voilà, ça va durer à peu près plus 8 heures pour la Tinchetu, plus 1h30 en plus pour le Cinto, donc parti pour au moins 9h30 de randonnée.
Donc montée Cinto, 2700 mètres, 2708 mètres exactement. Et après on descend au refuge de Tinchetou qui est à 1600 et quelques. Voilà. Donc là c'est parti pour 4 heures de montée jusqu'au Zébouli qui est à 2600 mètres. Et c'est là qu'on pourra rallonger d'1 heure et demie le parcours pour faire le Monte Cinto. Voilà, allez, c'est parti. Bon, il commence à faire jour. On était en bas tout à l'heure dans la petite forêt. Et là, ça commence à monter assez fort. Voilà. On voit les petites lumières là, c'est les mecs qui montent au-dessus. Là, je les ai croisés il y a 2 minutes, donc ça monte assez fort. De toute façon, là, on va monter jusqu'à 2600 mètres. Donc, ça rigole pas. On grimpe. Je viens d'enlever ma veste. Là, je viens de faire une pause de 2 minutes. Je dis une pause de 2 minutes en 1 heure, c'est pas mal. On va essayer de pas prendre trop de pauses, d'avancer à un rythme constant. Et pour arriver en 4 heures aux éboulis, ce serait le top. Allez, à toutes. Allez, les gens en bas, je les ai croisés il y a 10 minutes. Ils sont loin. Alors que j'avance pas très vite pour montrer un peu à quel point du dénivelé. Je pense qu'on va aller tout là-haut là. Je pense que c'est là-haut qu'il faut aller. Allez, on continue. Alors ce matin j'étais tout en bas, là-bas, encore sous les arbres. Et là on est là. Donc là je suis parti pour l'ascension du Cinto avec les 2 randonneurs devant. Du point des éboulis on était. Il y a à peu près un peu plus de 100 mètres de dénivelé, 100 mètres. Et théoriquement il y a 1 heure et demie de retour avec les sacs. Donc là sans les sacs on devrait mettre 1 heure à peu près. Donc voilà, c'est parti. En tout cas c'est agréable d'avoir 14 kg de moins sur le dos. Donc on était juste là. Et on vient de monter. On va redescendre un peu pour remonter. Donc en fait là on est... le Cinto il est là. Et en fait le massif où on est, à côté il y a le point des éboulis. Et ça s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est plein de petits cailloux comme ça qui en fait tiennent pas. Du coup ça rend le parcours très dangereux. Et c'est pour ça que juste à côté il y a le cercle de la solitude. Et il y a quelques années il y a eu un éboulement et du coup depuis le parcours est fermé. On peut y aller qu'avec des guides professionnels, Corse, haute montagne, machin. Et donc nous on est sur les zones sécurisées on va dire, même s'il faut être extrêmement prudent, c'est vraiment très très glissant. Parce que voilà, il y a plein de petits cailloux comme ça qui glissent. Ou même des fois des plus gros comme ça qui glissent aussi. Ah, on y est presque. Voilà, une belle vue sur la vallée. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit un peu la plaine. Ouais. Alors que là, on est dans une étape trop cailloux. On a une vue vraiment profonde, quoi.
Ah ouais? Si, hier il y avait pas mal de vent, ouais, t'as raison. Quand j'étais à Skou, là, ça soufflait. T'as un couloir. La journée, la météo, elle annonçait des rafales à 55 km/h. Ah ouais? Pour aujourd'hui? Hier. Ah, pour hier. Aujourd'hui, c'était orage. Et voilà, on arrive au point culminant de la Corse et de la Haute-Corse de 1708 mètres. Monte Cinto! Tac. Félicitations les gars, bien joué. Ah, c'est vraiment incroyable, hein. Ouais, c'est ça. Moi j'ai hâte à la Ouska. Sachez que si rien. Ouais, ouais. Bon, Samuel, il est un peu. Voilà, on vient de franchir une petite étape là. On a fait directement 1 heure de crête, on va étonner à pousser 40 minutes. Et on va commencer la descente. Et tout en bas là-bas, sous la brume, il y a le refuge de Tinchetou. Alors je pense qu'on va faire une pause au refuge, mais on va pas s'arrêter parce qu'apparemment 30 minutes plus loin il y a une bergerie. Apparemment il y a beaucoup de monde qui y vont. Et il y a de quoi se baigner, des trucs comme ça peut être vachement sympa. Donc je pense qu'on va continuer un peu à descendre. Et on va aller jusque là-bas. Mais je verrai, parce que là j'ai 3 heures de descente à peu près. Allez, tchuss. Et ça y est, on arrive au refuge de Tinchetou, caché derrière l'arbre là-bas. Un petit refuge. Du coup, comme je disais, je pense que je vais m'arrêter un petit moment et après je vais repartir pour aller jusqu'à une bergerie qui s'appelle De Ballonne et qui est à apparemment une demi-heure d'ici. Voilà. Donc à voir en fonction de comment je me sens. Là, peut-être me pouvoir un petit coca bien frais, un truc comme ça, puis c'est reparti. Ça a été ravagé là par des incendies sûrement. C'est assez impressionnant. Ah, on voit presque le refuge là-haut. Hein. Tac. Et là, digue. Le petit âne, je sais pas quoi. Un petit spot pour dormir cette nuit. Voilà. Petite rivière. Je pensais à pire dans la vie. Hein. Tac, le petit refuge de Soutoulou où il n'y a plus d'eau, qui est derrière là-bas. Le petit cheval au calme, à côté du refuge de Soutoulou.
La 5e étape ne durant que 4 heures, nous décidons de continuer la randonnée sur l'étape numéro 6, qui elle en fait 8, avec 22 km. Et nous nous arrêterons au milieu de parcours au Castel di Vergio, qui est un hôtel, qui sera la seule trace de civilisation que l'on rencontrera sur ce périple. Ah, il y a un art de camping là-bas. Ouais. Hello, il est 7h25, je quitte le refuge de Manganou qui était à la fin de la 6e étape du GR20 et là on se dirige vers le refuge de Pietrapana qui est du coup l'étape 7. Aujourd'hui une étape un peu dure, on retourne sur des passages un peu durs comme sur les premières étapes. Une rando de 6h30 pour finir. En tout cas, le gros objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller sur le versant sud du Maniccia, qui est le point culminant de la Corse du Sud et qui s'élève à 2425 mètres. Donc c'est un endroit qui est inaccessible à pied. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible pour filmer ça. Allez, à toutes. Voici la Maniccia, on y arrive là, ça c'est le versant ouest, nous on va passer par le versant sud là-bas. Et on va pouvoir commencer l'ascension, si l'on peut. Arrivé à la Bocca Muzzella, le col de la Muzzella, et le versant sud il est tout droit devant là. Je vais essayer de trouver un chemin pour y accéder. Tout bas là-bas il y a un chemin mais il est 300 mètres en dessous du pont. Pas arriver exactement rapproché, surtout que j'ai pas de réseau. Et voilà, et après je vais jusqu'au refuge de Pietrapana qui a 1 heure de route d'ici. Allez, c'est parti. Et voilà à quoi ça ressemble quand on se rapproche un peu plus. Le point culminant de la Corse du Sud. J'avoue que je sais pas trop par où passer. Ça a l'air un peu la merde. Du coup, je vais avancer encore un peu, aller jusqu'au point le plus proche, et on verra un peu comment on avise la chose, quoi. Bon, du coup là, je suis plus ou moins au niveau du point avant de monter. Là, je vais devoir monter 2425 mètres, enfin, jusqu'à 2425 mètres. Je sais pas trop où c'est exactement. Je vais monter, puis après, je verrai bien en fonction de la dangerosité, etc. comment faire. Voilà, ça c'est le GR3, là, le GR20, ce chemin sur lequel je suis. Là j'étais là-bas tout à l'heure. Et en fait il va falloir attaquer là sans prendre trop de risques, on va voir.
c'est dur. Pas facile, c'est pas facile. Voilà, je viens de monter à environ 2425 mètres d'altitude. Je suis en Corse du Sud, donc on peut officiellement dire que je suis actuellement sur le point culminant de la Corse du Sud. Autour de moi, il y a partout où c'est plus haut. Ça appartient à la Corse du Nord. Là-bas on voit plus très bien vers les montagnes, du coup c'est la Corse du Sud, c'est un peu plus bas. Et en fait on est vraiment gouffré parce que là-haut c'est encore la Corse du Nord, derrière moi aussi. Et là je suis vraiment sur un point, sur une pointe où il y a le point culminant. Je suis très content d'être arrivé parce que c'est hors GR, donc c'est pas évident à grimper. Déjà mentalement, psychologiquement c'est dur. Après plus de 5 heures de rando assez engagé. Et là la montée elle était aussi pas mal parce que hors GR, donc pas du tout aménagé. Pas mal d'éboulis sur la fin comme vous pouvez voir là, plein de petits cailloux. Et c'est surtout que c'est un point qui est pas du tout connu et qui est jamais fait, donc je suis très content d'y être arrivé. Et il y a le brouillard là qui est en train de me passer dessus, du coup je vais pas tarder à descendre parce que j'ai pas envie de faire une descente sans rien voir. Mais très content d'y être arrivé en tout cas. J'y suis environ, je suis pas exactement le cul posé sur le point, mais on va dire à quelques mètres près j'y suis, donc je suis très content. Et voilà. Bon, allez, maintenant il faut que je redescende récupérer mon sac qui est du coup 200 mètres, 300 mètres plus bas. Voilà, avec des éboulis. Ça c'est un gros caillou et en fait il tombe, il bouge. Du coup, on va être très prudent sur la descente, surtout la première partie parce que j'ai pas envie de descendre comme ça à la même vitesse tout en bas. J'ai envie, contrairement au rocher, d'y arriver en un seul morceau. Et là, vous voyez là c'est vraiment risqué, parce que celui-là il est tombé. Je passe sur un peu. Il y a pas mal de vent en plus là. Ce qui rend la descente encore moins agréable. Pente régulière, mais elle est quand même assez accentuée. Pour ça je vais pas faire de la merde là. Parce que la glisser là ça ferait vraiment chier. Bon, avec tout le vent qu'il y a, ça commence à se découvrir un peu là. Et là on part sur la partie là plus compliquée de la descente. Là, ça a été là où j'ai le plus escaladé. Et je suis content qu'il y ait ce moment il y a un tout petit peu moins de vent. Parce que je suis pas ultra rassuré quand je vois les gros blocs qui tiennent pas. Pour l'instant ça va, il n'y a pas de problème, mais je vais rester le plus prudent possible. Là je vais avoir une autre bosse à passer là, et après ça sera une pente régulière. Du coup ça devrait le faire assez facilement jusqu'à mon sac.
suis encore vachement bas. C'est bon. C'est pas évident. Avec la hauteur qu'il y a, en vrai, c'est assez impressionnant, même si les moves sont plutôt faciles. Après, c'est la caractéristique première de la montagne, quoi, des grosses randonnées en montagne avec de l'altitude, c'est appréhender l'altitude, appréhender les hauteurs, même si les moves paraissent plutôt faciles. Alors, au final, je suis bien monté parce que j'étais au pied des aiguilles là-haut. Et là, j'ai bien descendu aussi. Je suis presque arrivé. Là, on voit un randonneur du GR20 sur l'écran. Donc, voilà, on le voit bien. Donc, c'est-à-dire que je suis presque arrivé. Il va rester 30 mètres à peine. Et ça y est, on arrive. On est presque arrivé en bas. Ah, les gens, à chaque fois qu'ils passent, qu'ils voient un sac, ils se disent pourquoi il y a un sac tout seul. Et après, du coup, il lève la tête et il me voit. En tout cas, super accomplissement. Je suis ultra content. Je suis ultra content de l'avoir fait. Yes, ça y est. Allez. Voilà les amis, on l'a fait. On a monté là-haut. Versant sud de la Maniccia, on a monté à environ 2425 mètres d'altitude, c'est-à-dire au point culminant de la Corse du Sud. Je suis hyper content de l'avoir fait parce que c'était vraiment pas chose facile, c'était du hors GR, du hors sentier, donc c'était un peu au courage et sans trop savoir où on allait. Malheureusement, j'avais pas de réseau pour faire cette montée là, donc je sais pas exactement si j'étais au point. Je sais que j'étais à peu près environ 2425 mètres d'altitude, donc c'est fait, je suis super content. Maintenant on va continuer par là pour aller, hop là je vous cache la vue, c'est bon, voilà, on va suivre la ligne de crête là pour aller tout là-bas, et après on va descendre de 200 mètres et on va arriver au refuge de Petrapiana, où justement à Petrapiana il y a une bonne pietra, c'est-à-dire la bière locale qui m'attend. J'ai hâte d'y arriver, j'en ai encore pour une cinquantaine de minutes. Allez, une dernière petite vue sur le point culminant de la Corse du Sud, sur la Maniccia, avant de basculer sur l'autre versant sur le versant sud-est de la Maniccia, pour atteindre le refuge qui est théoriquement 200 mètres en contrebas de là où je suis actuellement. Et voilà le refuge où je vais dormir ce soir. Refuge de Petrapiana, pardon, je sais pas, je me gourre. Ça y est, on arrive à Petrapiana. Alors, on aura mis 6h30 comme le temps l'indiquait. J'ai débloqué mon bâton, c'est bon. Comme le temps l'indiquait, avec en prime le Maniccia. Du coup c'est nickel, il est 14h pile poil. Et on va aller se trouver une petite place à l'abri du vent ou planter sa tente. C'en est fini des ascensions des deux points culminants de la Corse. Sur l'étape 4, nous avons pu prendre une variante rallongeant le parcours d'1h30 pour monter jusqu'au Monte Cinto à 2600 mètres d'altitude. Puis sur l'étape 7, j'ai escaladé hors sentier le versant sud de la Maniccia jusqu'à 2425 mètres d'altitude pour atteindre le point culminant de la Corse du Sud. Cette randonnée m'a beaucoup appris sur mes limites, mais aussi sur la capacité que l'on a à se remobiliser face à la difficulté. Le GR20 m'a également appris combien le partage avec les autres est primordial dans ce genre d'épreuve. Car sans s'en rendre compte, je me suis remotivé dans les moments durs grâce aux randonneurs qui ont partagé un bout de chemin avec moi.
La montagne et les chemins de randonnée comme celui-ci sont avant tout une aventure humaine qui dépasse bien largement ce que l'on peut vivre à basse altitude. Nous nous retrouvons livrés à nous-mêmes avec nos doutes, nos faiblesses, mais notre plus grande force est le courage d'avoir fait tout pour être là où nous sommes actuellement. Les randonneurs qui ont fait cette démarche sont des personnes fantastiques, avec qui j'ai pris un immense plaisir de marcher, de rigoler, et bien évidemment de se désaltérer avec une bonne piéta bien fraîche dans les refuges. Ils n'en sont sûrement pas au courant, mais sans eux, rien de ça n'aurait été possible. Alors je voudrais les remercier une fois de plus, avant de vous revoir très vite pour de nouvelles aventures.